Mesdames et messieurs les juges, chers collègues, aujourd'hui, c'est l'honneur de toute une nation que je viens défendre. C'est la grandeur et la rigueur de l'école du droit que je viens secourir. Et surtout, c'est l'affront fait à un peuple que je viens laver, c'est un traître que je viens accuser, et c'est un châtiment que je viens demander. Dans le seul intérêt de la stabilité juridique et de l'honneur de notre ordre et de celui de notre nation, je vais démasquer celui qui manie égoïsme et lâcheté, aussi aisément que le serpent manie la ruse et la perfidie. Devant vous, j'ai utilisé le mot traître, je le justifierai. Devant vous, j'ai utilisé les mots grandeur, rigueur et honneur, je les restaurerai. Et enfin, devant vous, j'ai utilisé le mot châtiment, je l'exigerai. Ainsi, face à notre jugement et celui de toute une nation, se trouve un traître qui a fait du droit une maîtresse volage et fragile, là où les grands hommes et femmes de loi en avaient fait le symbole de l'assiduité et de la rigueur. Celui que nous devons juger aujourd'hui est un homme qui, faisant fi du serment qu'il a prêté à un idéal et à un équilibre, a préféré apprécier le droit des peuples pour sa propre personne, plutôt que pour celle de ses peuples, pour ses peuples. Celui que nous devons juger, c'est l'homme qui a considéré que les affronts à une nation et à la stabilité d'un système ne méritaient pas que l'on se batte pour elle. C'est celui qui a considéré que la justice des hommes et les règles établissant la stabilité de notre monde ne méritaient pas que l'on endure la froideur d'une cellule et la solitude d'un combat. C'est celui qui a préféré s'agenouiller devant un tyran plutôt que se lever pour la dignité du droit. C'est donc contre l'affront fait par le juriste Busiris à notre ordre, à notre nation et notre système que je me lève et m'oppose. C'est contre son allégeance à la lâcheté et à la tyrannie d'Hector que je m'élève. Oui, cet homme qui a prêté serment à la justice et au droit considère que les différents affronts faits à la nation troyenne par les troupes grecques de Ménélas se sont estompés aussi vite qu'est apparu le chantage d'Hector. Par un retournement acrobatique, n'ayant rien à envier aux plus belles figures olympiques, mesdames et messieurs, par ce retournement, les affronts devinrent honneur, les manquements devinrent hommage, et la déclaration de guerre devint une ode à la paix. Comme je l'ai dit précédemment, Busiris est un traître. C'est un traître à deux égards. C'est un traître envers le droit lui-même, envers ce qui est le fondement de notre société, mais aussi envers notre ordre, envers les juristes, envers ceux qui placent la rigueur et la stabilité devant la lâcheté et la félonie. En faisant du droit la plus puissante des écoles de l'imagination, pour reprendre les mots du tyran, les mots d'Hector, Busiris a oublié que, comme le disait si bien Cicéron, nous sommes esclaves des lois pour pouvoir être libres, mesdames et messieurs. Cette phrase, pleine de sens, résonnera aux oreilles du juriste comme à celles du citoyen, car en mots très simples, elle est l'allégorie de notre réussite. Elle explique en quelques mots pourquoi notre société existe, pourquoi notre société fonctionne, et enfin pourquoi notre société a fait le choix de la grandeur et de la liberté. Busiris a cru bon, au nom de sa lâcheté et peut-être même au nom de son avidité, car, mesdames et messieurs, l'argent n'a pas d'odeur, mais une récompense dorée, en lieu et place de la froideur du cachot, pourrait sans doute faire flancher les juristes les plus faibles et égoïstes. Il a cru bon de suivre le sentier hasardeux et pusillanime du sophisme. Son plus illustre représentant, Protagoras, résume d'ailleurs très bien, en des mots très simples lui aussi, cette vision opportuniste en une seule citation. Sur toute chose, on peut faire deux affirmations exactement contraires. Comprenez, en langage moderne, mesdames et messieurs, ma veste se retourne aussi vite qu'elle ne s'enfile. N'est-ce pas ce que le juriste Busiris a fait? N'a-t-il pas trahi la rigueur du droit et sa sécurité?
en retournant son raisonnement sous la menace du pouvoir politique, ou peut-être au nom de sa propre avidité? N'a-t-il pas dit paix, là où pour lui il y avait guerre? N'a-t-il pas dit hommage, là où pour lui il y avait insulte? N'a-t-il pas dit avance, là où pour lui il y avait provocation? Mesdames et messieurs les juges, j'aimerais que nous prenions conscience de la gravité de faire du droit l'esclave du sophisme. Accepter cette école du droit, c'est accepter la loi du plus fort. C'est accepter que le puissant puisse être la voix du droit. C'est accepter que la politique décide de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. C'est accepter que la lâcheté et l'opportunisme soient les maîtres mots de ce qui fonde notre société. Accepter que le droit soit dirigé par l'école sophiste revient à donner le contrôle des libertés aux puissants, qui par leur pouvoir modèleront leurs droits et nos droits à leur guise, puisqu'ils feront de leur imagination le maître mot de l'application du droit. Comme je l'ai dit, Busiris est également un traître à notre ordre, celui des juristes. En chantre du sophisme et par un opportunisme égoïste, Busiris a accepté de faire du juriste un Tartuffe dont l'analyse se plie aisément à la volonté du tyran et des puissants, au détriment de la stabilité et des commandements fondamentaux de notre ordre. Il a violé l'une des règles les plus élémentaires de notre système, à savoir celle de la séparation des pouvoirs. Il a laissé le pouvoir politique s'ériger en voie de la loi, en lieu et place du juriste. Il a laissé la tyrannie décider là où le peuple attend que le juriste exerce sa maestria. De tout temps, on a attendu du juriste, de l'avocat, du procureur ou du juge, qu'il s'affranchisse du pouvoir politique, qu'il s'affranchisse de son influence ou de ses menaces, pour rester le seul interprète de la loi et conserver son indépendance. Je dis de tout temps, mesdames et messieurs, car de Troie à Athènes, en passant par Rome ou Genève, de Cicéron à Marc Bonan, on a toujours attendu du juriste ou de l'avocat qu'il soit le représentant de l'intégrité et de l'indépendance. On a toujours attendu du juriste qu'il soit le rempart contre la lâcheté et l'oppression. Ceci est tellement vrai que ce commandement naturel du juriste, qu'est l'indépendance vis-à-vis des autres pouvoirs, figure dans le serment des avocats, dans le Code suisse de déontologie, dans les us et coutumes de l'ordre des avocats de Genève. Mesdames et messieurs, j'espère avoir réussi à rappeler, autant que faire se peut, ce que sont, ont été et seront toujours les piliers de notre ordre. J'espère avoir pu rendre son honneur à un ordre mis à mal par un juriste qui a négligé ses fondements et qui n'a de toute évidence jamais pu entendre l'admirable phrase de l'avocat et ancien garde des Sceaux Robert Badinter qui nous rappelle que le courage pour un avocat, c'est l'essentiel. Ce sans quoi le reste ne compte pas. Talent, culture, connaissance du droit, tout est utile à l'avocat. Mais sans le courage, au moment décisif, il n'y a plus que des mots, des phrases qui se suivent, qui brillent et qui meurent. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, dans votre infinie sagesse, je sais que vous ne mettrez pas nos institutions dans une situation funeste et malheureuse. Vous ne mettrez pas en danger les commandements qui ont fait la grandeur de notre ordre. Et je sais que vous ne sacrifierez pas l'honneur de la nation troyenne sur l'autel de la lâcheté et de l'opportunisme. Ainsi, face à cette voie funeste et sinueuse qui a été choisie par Busiris, je demande un châtiment. Je demande un châtiment qui soit la juste conséquence, mesurée et pondérée de son fait. Puisqu'il a, à dessein, mis en danger notre ordre et notre système juridique, du simple fait de son appartenance à ces deux maisons, je demande à ce qu'il se voie retirer le titre de juriste et qu'il soit interdit à vie d'exercer à nouveau au sein de notre ordre. Puisqu'il a été fait affront à la nation troyenne, je demande à ce que Busiris soit expulsé de nos terres et soit sommé de ne plus jamais y revenir sous peine de l'emprisonnement. Je demande ni le cachot, ni la mort, car les horreurs de la guerre ont suffisamment sévi
sur le champ de bataille de la guerre de Troie, ou dans les prétoires, pour que nous en faisions ici une dernière apologie au nom du bras vengeur de la morale juridique. Nous sommes ici pour rééquilibrer une situation et non pour l'aigrir. C'est pour cela, mesdames et messieurs les juges, que je vous adjure de condamner Busiris. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, la flotte grecque s'approche de Troie. Où que l'on se trouve, impossible de rester indifférent à cet événement. Notre ville s'agite. Sur le port, la clameur de la foule s'élève. Dans toutes les rues, sur toutes les lèvres, cette interrogation. La guerre aura-t-elle lieu ? Dans leur palais, derrière de hauts remparts, la question est débattue par le roi Priam, la reine Écube, leurs deux fils Hector et Paris, leur fille Cassandre, le poète Démocos et d'autres encore. Comment recevoir les Grecs ? Faut-il déclarer la guerre ? Entre ces grands hommes et ces grandes femmes, mon client, Busiris. La situation se résume ainsi. Mon client est un juriste à qui on a demandé une consultation et qui se retrouve à tenter de nous sauver de l'extermination. Le procureur vient de vous exposer, avec beaucoup d'éloquence, je dois l'admettre, que mon client était un égoïste, un lâche, un opportuniste et un traître. L'accusation se méprend toutefois. Elle se contente de faits, et si l'on ne s'en tient qu'aux faits, on obtient une vision étroite de la situation. Pour juger en équité, il faut comprendre ce qui a motivé mon client à plaider d'abord en faveur de la guerre, puis à se faire défenseur de la paix. Voilà ce que je tenterai de faire. Vous connaissez maintenant tous les détails de l'affaire, je me contenterai d'examiner donc uniquement les éléments essentiels du procès. J'aborderai d'abord les motifs qui ont conduit mon client à livrer son premier avis de droit, puis je vous expliquerai les raisons du basculement qui s'est opéré en lui. Enfin, je démontrerai que, loin de la lâcheté, mon client a fait preuve de sagesse et de courage pour plaider en faveur de la paix, afin de protéger Troie et les Troyens d'une mort certaine. Intéressons-nous tout d'abord au premier avis de droit. Busiris commence son exposé par une présentation des 3 manquements dont les Grecs se seraient rendus coupables. Pour cela, il se fonde sur ses propres observations, sur ses connaissances juridiques et sur des cas similaires. Le constat paraît sans appel. Si l'on s'en tient à sa démonstration, les Grecs nous ont insultés. Mais il faut bien retenir qu'il s'agit d'un avis de droit. Certes motivé, mais par essence subjectif. À ce stade, il paraît difficile de reprocher quoi que ce soit à mon client. Selon Busiris donc, il y a eu insulte. Mais la guerre n'est pas la seule solution. Ce sont les Troyens qui la réclament. Nous espérons ainsi laver notre honneur de l'affront qui semble nous être fait. Nous sommes un peuple fier, parfois susceptible. D'ailleurs, à l'exception d'Hector, les hommes qui entourent mon client, les hommes dans la rue de Troie, les hommes sur le port, tous sont prêts à en découdre avec les Grecs. Nous avons le sang chaud, mais cette fièvre ne se fonde pas sur des faits objectifs. Il n'existe d'ailleurs pas de fait objectif. Un fait revêt toujours l'interprétation qu'on lui donne. En définitive, la seule vérité qui importe, c'est celle-ci. S'il y a eu insulte, il y aura guerre. Et en cas de guerre, Troie et ses habitants seront exterminés. Ce constat, c'est celui de la violence de la conclusion de mon client. Si cette interprétation des faits conduit à l'anéantissement d'un peuple, elle ne mérite aucune considération. Et c'est là qu'intervient le basculement dans son raisonnement.
Dans son exposé, Bousiris est opposé à Hector, car il s'accroche à des principes de droit international abstraits, à la notion de position morale d'une nation, alors qu'Hector connaît les conséquences concrètes de la guerre, l'horreur des combats, l'odeur de la mort, cette odeur qui plane sur les champs de bataille, les cris d'agonie de ceux qui n'ont pas eu la chance de mourir vite. Tout ça pourquoi? Pour une insulte, pour l'honneur. Mourir pour l'honneur d'une nation paraît alléchant, jusqu'à ce qu'une lame vous transperce le cœur et que la vie quitte lentement votre corps. C'est cette réalité que la première solution de Bousiris ne prend pas en compte. Et c'est pour cette raison qu'Hector le confronte. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient le ministère public, de corruption ni de contrainte. Il ne s'agit pas de soumission ni d'esclavage. Hector et Bousiris comprennent tous deux la nécessité de s'adapter à l'urgence de la situation. Quand les événements semblent tous conduire à la guerre, seuls les mots permettent encore de changer le cours des choses, d'orienter les choix des hommes. Hector a raison lorsqu'il affirme que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Cependant, il se méprend en prétendant qu'un juriste peut interpréter librement les faits. L'imagination des juristes est certes fertile, mais elle est subordonnée à un idéal, la justice. Et cet idéal est difficile à définir, j'en conviens. Selon Platon, toutefois, la justice nécessite à la fois la sagesse, le courage et la retenue. Et Bousiris, bien plus qu'un bon orateur, qu'un juriste hors pair, c'est un homme sage, courageux et modéré. Il perçoit maintenant les conséquences désastreuses de sa première interprétation et décide de mobiliser tout son talent pour trouver une solution juste. Que faire quand la guerre menace? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, la solution sage prend en compte l'intérêt de l'ensemble de la population. La solution courageuse et tempérée permet à deux peuples d'écarter l'insulte et d'envisager la paix. Et c'est ce que Bousiris plaide par la suite. Voyez son deuxième avis de droit. Les portes de la guerre sont encore ouvertes. Il règne une atmosphère belliqueuse autour du palais. Et Bousiris plaide devant les hommes et les femmes qui décideront du sort de Troie. Jamais, dans la vie de ce juriste, jamais il n'y a eu de moment plus décisif. Ces mots, il doit les choisir avec précaution. En apprécier le sens et les effets, car il est question de vie ou de mort. Son interprétation tiendra lieu de sentence pour les Troyens. Bousiris doit apaiser les passions guerrières des hommes. Il doit nier l'insulte. Et pour convaincre, il s'adapte à son audience. Il fait appel à l'orgueil, il flatte. Il met tout en œuvre pour laver notre honneur. Tout n'est pas encore décidé. Le sort de Troie est en suspens. Les deux camps sont prêts pour la guerre, mais la discussion reste possible. Une solution pacifique est encore envisageable. L'importance du pouvoir de persuasion de Bousiris apparaît alors dans toute sa splendeur. Son unique objectif, faire apparaître aux partis que la paix est préférable. Voilà son méfait. Bousiris a présenté un avis de droit, réalisé les conséquences de sa solution et en a proposé une autre. Il a mis le droit au service de la justice. L'accuser de haute trahison, de lâcheté, d'opportunisme, c'est injuste. Condamner Bousiris, c'est condamner celui qui a tenté de nous sauver. Il convient plutôt de le juger à la mesure de ses actes. Pour ces raisons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, je vous demande de prononcer l'acquittement de mon client. Plus encore, je vous invite à le décorer pour service rendu à Troie et aux Troyens. Honorons ceux qui ont osé élever leur voix contre un fléau qui paraissait inévitable.
ces héros de la dernière heure, ces soldats de la paix placés en première ligne, prêts à livrer bataille. Je vous remercie. Alors, après avoir entendu cette défense, je crois que, chers collègues, vous oubliez la réelle question qui se pose devant nous. La question n'est pas de savoir si la guerre doit avoir lieu ou non, si on doit sauver un peuple ou pas. Restons-en au droit, restons-en à la question qu'on pose à ce juriste, à Busiris. Donc, vous nous avez dit, la consultation était là pour nous sauver de la guerre. Mais ne doit-on pas en rester simplement au droit? Et puis, quoi qu'il en soit, c'était inutile, puisque, quoi qu'il en soit, la guerre a eu lieu. Vous vous rappelez, donc, il nous a tous sauvés. Bon, la guerre a eu lieu quand même, donc je ne suis pas sûr qu'il nous ait sauvés. Alors, il a fait preuve de courage et de sagesse pour sauver les Troyens. Ce n'est pas la question qu'on lui demande. On lui demande un avis de droit, non pas subjectif, mais bien objectif, puisque le droit est objectif. L'interprétation n'est une part, mais il faut savoir rester objectif. Et ce ne sont pas que les Grecs qui demandent cette guerre. Comme vous l'avez très bien dit, on a dans cette société troyenne deux parties. Une partie qui est pour la guerre, assoiffée de sang, comme les Grecs, et une autre qui ne l'est pas. Il y a une seule vérité. Alors pourquoi, comme vous, en faire deux? Et pourquoi en faire deux? Et finalement, pourquoi dire qu'il a fait cela pour sauver un peuple? Car, je ne sais pas si votre client vous a tout dit, mais il n'a fait ça que dans son propre intérêt. Quand on vous dit, écoutez, si vous ne changez pas d'avis, vous irez en prison, quand vous dites que c'est une décision concertée, j'ai quelques problèmes à comprendre. Car quand on me dit je vous mets en prison, ce n'est pas tellement concerté, c'est fait. Ou alors prenez le risque des conséquences qui vous tomberont dessus. Chers confrères, le juriste n'est pas là pour réécrire le droit, mais pour l'interpréter. Ce que vous nous faites en disant oui, il voulait sauver le peuple. Non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de sauver un peuple, on vous demande un avis. Donc on ne vous demande pas de réécrire le droit. On ne vous demande pas d'apaiser les passions. On lui demande d'être neutre sur la question qui lui a été posée. Et comme je l'ai dit, notre sauveur de la nation, Busiris, n'a pourtant pas évité la guerre. Alors ne fallait-il pas dire non à cette oppression? Ne fallait-il pas refuser cette menace d'Hector pour finalement garder son honneur, garder l'honneur des juristes, garder l'honneur de la ville de Troie, pour finalement, puisque le résultat fut le même et que la guerre eut lieu, ne fallait donc-il pas sauver les divers honneurs? Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le procureur, avant tout, une remarque. Évitez de juger l'affaire de manière rétrospective. Au moment des faits, mon client n'avait que des bonnes intentions en tête. La justice, la paix, le sauvetage de Troie. Le juger a posteriori, c'est lui porter un fardeau dont il n'est pas le responsable. La guerre a eu lieu, oui, mais il a fait tout son possible pour l'éviter. Vous parlez de droit objectif. C'est assez curieux. Quand on voit que l'accusation, dans sa détermination féroce à condamner, est tellement aveuglée par le sang que même l'agneau lui paraît un loup. Quant au reste de l'argumentation, je n'entrerai même pas en matière, tellement elle est faible. On mesure la faiblesse du dossier du procureur à la fragilité de ses arguments. Lorsque l'application du droit entraîne l'anéantissement de tout un peuple, le droit a failli à la justice. Et lorsque la justice envisage de punir son plus fervent défenseur, elle se mue en injustice. Méfions-nous des pulsions nationalistes, des chants de guerre, des discours simplistes qui tentent de réduire l'autre
à une abstraction détestable dont on voudrait se débarrasser. À l'heure où les slogans du procureur et les affiches tape à l'œil s'adressent à nos plus bas instincts, prenons un instant pour écouter la voix de la sagesse. Faisons preuve de mesure et trouvons en nous le courage de combattre ces idées délétères. Je vous remercie.